On va s'intéresser maintenant aux mécanismes qui font que nous, en Europe, nous, pas nous, mais nous les autres, en Europe, nous nous désarmons pour préparer cet effacement. Et donc pour cela, on va laisser la parole à un déconstructeur, puisqu'il faut déconstruire la technique, la logorée de l'adversaire. Et donc nous allons appeler un rédacteur en chef adjoint d'Éléments, journaliste, déconstructeur, parce qu'il vient de publier un ouvrage qui s'appelle Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche, où il déconstruit le grand déconstructeur, le grand pourrisseur. C'est une plume alerte et insolente, et à l'oral, c'est pas mal non plus. J'appelle François Bousquet. Chers amis, bonjour. Vous connaissez tous le Big Brother de George Orwell. Dans 1984, il a acquis une notoriété mondiale. Vous connaissez sûrement Big Mother, qui décrit indifféremment les sociétés matriarcales ou la sollicitude envahissante de l'État-providence, de l'État maternant. Mais si vous n'avez pas lu la réédition du Camp des Saints, assortie d'une préface inédite de Jean Raspail, vous ne connaissez peut-être pas Big Other. Big Other, c'est le tout autre, c'est le grand autre. C'est le nom que Jean Raspail donne à la nouvelle religion des temps modernes et qui est la religion de l'autre. Ce qu'on appelle en philosophie l'altérité. Et l'altérité comprise comme ce qui est extérieur à soi. Or, tout le problème, c'est là où le bas blesse, tout le problème désormais, c'est que l'altérité n'est plus ce qui est extérieur à soi. C'est nous-mêmes qui sommes devenus extérieurs à notre propre tradition. Et c'est là un nouveau chapitre du nihilisme européen, dont Nietzsche dit que c'est le plus inquiétant de tous les autres. Et c'est une maladie létale qui s'est emparée de l'âme des peuples de l'Europe de l'Ouest. La haine de soi en est le principe actif. Et Big Other, le créancier insatiable. Car il ne faut pas se leurrer, si la discrimination positive n'existe pas formellement dans les textes, en France du moins, elle est omniprésente dans les têtes. La société dans son ensemble est traversée par un immense désir de l'autre. Ce désir de l'autre se décline de 1000 façons. Aujourd'hui, la mode est de dire qu'il y a trop d'hommes blancs au cinéma, aux Oscars, dans les Césars, dans l'univers de la politique, dans le monde de l'entreprise. Hier, c'était de s'extasier sur la seule base de la couleur de sa peau, sur les vertus de Barack Obama. C'est tous les dimanches le baromètre, qui est un baromètre prescripteur, sur les personnalités présumées préférées des Français, les Omar Sy, les Zinedine Zidane, les Yannick Noah. Et le propre de ce baromètre prescripteur, c'est qu'il ne dit pas le temps qu'il fait, mais le temps qu'il doit faire. Et en vérité, la société est traversée, toute la société est traversée, est obsédée par les minorités visibles, sans voir que ce sont les majorités qui deviennent invisibles. Et de fait, plus d'un quart du corps électoral, je parlais des gens qui votent Front National, de 25 à 30% des gens, n'ont aucune représentation médiatique. Ce sont des fantômes médiatiques. Donc le problème n'est pas de savoir s'il y a trop de blancs à la télévision. Le problème, c'est que ces blancs professent tous les mêmes idées. Et quelles sont-elles, ces idées ? Comme vous en doutez, ce n'est pas évidemment la xénophobie. C'est la xénophilie, c'est l'amour de l'autre, c'est la survalorisation de l'autre. Ce que Alain Finkielkraut, à propos de l'antiracisme, a appelé le communisme du XXIe siècle. Et l'antiracisme, ça n'est jamais que la traduction idéologique de ce désir de l'autre. Et c'est une religion, au fond, de rechange au marxisme. C'est la continuation du trotskisme par d'autres moyens. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'aboutir, de créer une société sans classe, mais de créer une société sans race, où l'homme sera un agneau pour l'homme. Et c'est un véritable conte de fées. La Fontaine, les classiques, se seraient contentés d'en tirer une fable. Nous, on en a fait une religion. Et cette religion de l'autre, étonnamment, ironiquement, c'est Hitler qui l'a inventée. C'est le grand paradoxe. Sans Hitler, pas de société multiculturelle. Sans Hitler, pas de société multiraciale. Hitler, c'est l'épouvantail qu'on brandit sans cesse pour faire plier les peuples. En le mettant à mort rituellement, en le mettant à mort hystériquement, on n'en finit pas de ressusciter son fantôme. Ce qui fait, et c'est l'ironie de la chose, que Hitler est plus important mort que vivant. Et c'est ce que Renaud Camus a appelé dans un texte magistral la seconde carrière du chancelier. Carrière qui est de loin la plus remplie, puisque c'est celle d'un revenant, venu d'un astre noir, d'un soleil noir, venu hanter la conscience des peuples européens au sortir de la Grande Guerre civile européenne de 1914 à 1945. Alors il serait trop long de retracer ici
cette histoire de l'autre, de l'altérité. Donc je vais m'en tenir à les formes virulentes et pathologiques qu'elle a prises après la Seconde Guerre mondiale. En fait, va se diffuser en 1945, dans tout le champ du savoir, un nihilisme textuel. D'abord sous les traits de la théorie critique. La théorie critique, c'est l'école de Francfort, mais ça va se diffuser dans tout le champ du savoir. La sociologie va devenir misérabiliste. L'ethnologie va devenir doloriste. La théologie va devenir expiatoire. Et un écuménisme de la pénitence va se répandre dans toute la société, de la culture savante à la culture populaire. Pardonnez-moi. Et un homme va jouer dans cette opération un rôle de premier plan, par le prestige dont il jouit. Cet homme, il est français, c'est Jean-Paul Sartre. Et Sartre va populariser un thème à la très riche postérité, qui nous écrase. C'est le thème de la dette. En réalité, dit Sartre, et ça va être repris par toute la French Theory, par tous les déconstructeurs, en réalité, depuis le temps des croisades jusqu'au temps des colonisations, l'homme européen a contracté une dette infinie ou indéfinie, comme vous voulez, vis-à-vis du reste du monde. Et cette dette, il va falloir que nous la remboursions. Et en réalité, le fardeau de l'homme blanc, vous connaissez la célèbre formule du poème de Kipling, et pour Kipling, le fardeau de l'homme blanc, c'était la responsabilité qu'il fallait endosser. Eh bien aujourd'hui, c'est la culpabilité que nous devons endosser. Et Sartre va jouer un rôle considérable dans la diffusion de ce thème de la faute et de la dette à rembourser. Et Sartre et les autres vont contribuer à renverser l'axe de la raison européenne. L'axe de la raison européenne était partiellement, sinon totalement, ethnocentré. Et avec eux, il est devenu ethno-décentré. Pardonnez-moi, je reprends mes notes. Et Sartre et les autres vont diffuser, dans une perspective pénitentielle, compassionnelle, repentante, cette idéologie de la culpabilité. Et il y a un effet pervers à l'œuvre dans cette idéologie, dans les mécanismes compassionnels qui sont sans arrêt brandis par les médias, par les intellectuels, par les hommes politiques, pour nous prendre, nous, en otage, nous, Français, nous, Européens, en otage. Et l'effet pervers est le suivant, c'est de conférer aux victimes un caractère exclusivement vertueux, par le simple fait que ce sont des victimes, donc elles sont bonnes en soi. Et de conférer à nous, donc coupables de fait, vous, moi, nous, hommes européens, l'homme qui a contracté une dette, de nous conférer un caractère exclusivement égoïste, sauf, bien sûr, si nous sommes conduits à rembourser cette dette. Et là, nous sommes vraiment pris en otage, parce que c'est une escroquerie au bon sentiment. Et cette escroquerie au bon sentiment a des vertus performatives, parce que, sauf à passer pour un salaud, vous n'allez pas refuser de prendre la main du naufragé en Méditerranée. Donc vous allez la prendre, cette main. Et en fait, on peut résumer l'après-guerre, le demi-siècle qui nous précède, de la manière suivante. Les années 1950, qu'est-ce qu'on peut dire des années 1950 ? C'est la diffusion à très grande échelle des travaux de l'ethnologie. Et en gros, les conséquences, c'est une réévaluation de l'autre et une dévaluation du même. Les années 60, avec pour point d'orgue 68, c'est l'effondrement du mythe ouvrier. De l'ouvrier comme figure, comme expression messianique, révolutionnaire et prophétique. L'ouvrier va décevoir la commune étudiante, va décevoir les gauchistes, parce qu'il apparaît comme culturellement conservateur. Donc le gauchisme culturel, va inventer une nouvelle figure rédemptrice. Cette figure rédemptrice, c'est le minoritaire. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr, l'immigré. Donc elle va mettre en place une idéologie de substitution, une utopie de rechange, qui est l'immigrationnisme. Les années 70 sont presque les plus importantes, c'est celle du détricotage du roman national, ou comme l'a dit Philippe Conrad, la déconstruction du récit national, dans la foulée de toute une nouvelle historiographie révisionniste, mais un révisionnisme officiel, Paxton et les autres. On va faire le procès indéfiniment d'une France atavique, collaborationniste, antisémite. En fait, on va créer la légende noire de Vichy. Et on retrouve la même chose côté allemand, versant allemand. Les Allemands sont génétiquement prédisposés au génocide. Les années 80, c'est les diffusions de l'antiracisme militant, avec SOS Racisme. Les années 90 sont les années qui vont consacrer cette déconstruction du récit national, puisqu'en 95, c'est la repentance des institutions. En 95, Chirac reconnaît la culpabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Et les années 2000, les années dans lesquelles nous vivons, c'est celle de la promotion des minorités visibles et de la diversité. Et en fait, dans cette opération, sur ce demi-siècle de déconstruction, un ressort essentiel dans la psychologie des peuples, mais pas seulement dans la psychologie des peuples, dans la psychologie des individus, et c'est vrai surtout en France et en Allemagne, c'est brisé. Ce ressort, c'est l'estime de soi. Nous avons cessé de nous estimer.
Nous ne sommes plus désirables, hein. Nous avons cessé de nous aimer. Mais il ne faut pas penser, voilà où nous en sommes, il ne faut pas penser que c'est le dernier étage de la fusée. Non, ce n'est pas le fin mot de l'histoire. La fin de l'histoire au sens hégélien du terme, hein, c'est le dernier homme. Hein. Et le dernier homme, c'est quoi? On est au-delà de Big Other, au fond. C'est l'utopie de l'homme-monde. Hein. C'est le déracinement universel. Et en fait, si on regarde bien la mondialisation, elle a opéré, c'est un fusil à deux coups, la mondialisation. Premier coup, elle nous a fait découvrir la pluralité des mondes, le relativisme culturel, les différences, très bonne chose en soi. Second temps, elle impose partout et en tout lieu un modèle unique de développement qui fait fi des différences. Et comme l'a dit Lévi-Strauss, grand auteur dans Tristes tropiques, chef-d'œuvre, l'humanité, je cite Lévi-Strauss, l'humanité s'installe dans la monoculture, elle s'apprête à produire la civilisation en masse comme la betterave. Et en fait, c'est le devenir betterave, le devenir légume qui nous est vendu aujourd'hui. Car de quoi s'agit-il en fait, hein? En fait, il s'agit de revenir, le monde doit revenir avant la création du monde. Hein. Le monde doit revenir avant les âges des temps historiques, hein, avant l'âge de l'identité. L'identité, c'est l'histoire. Hein. Et c'est un grand fantasme qui est poursuivi par les déconstructeurs. C'est le fantasme de l'indifférenciation. En fait, on a fait la promotion de la différence depuis 50 ans, mais pour accoucher, pour produire une société totalement indifférenciée. Et l'Europe va jouer un rôle de premier plan dans cette opération d'alchimie à l'envers, hein, qui va consister à transformer l'ordre des identités, la richesse des identités, donc la richesse historique des identités, en vide-plomb post-identitaire. Et le rôle de l'Europe, tel qu'il est conçu à Bruxelles ou à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est précisément de faire advenir le dessein inscrit dans le projet des droits de l'homme. Et c'est quoi le dessein inscrit dans le projet des droits de l'homme, hein? C'est que l'Europe est dépassement de l'Europe, en fait. Hein. L'Europe ne pourra être l'Europe qu'en s'universalisant. C'est la raison pour laquelle ces gens-là sont aussi peu attachés aux frontières. L'Europe doit accueillir tous les migrants du monde, puisque l'Europe est le monde. Hein. L'Europe doit se désubstantialiser pour devenir le monde. Hein. En fait, l'Europe, dans leur esprit, c'est pour ça qu'ils disent « no border, no limit », l'Europe n'est pas territoire. Hein. Dans leur esprit, l'Europe est une idée. Et cette idée doit accomplir la promesse d'une république universelle. Hein, et intégrer demain la Turquie, après-demain le Maghreb, et dans 20 à 30 ans, le reste du monde. Hein. Un fait significatif qui pour moi, est très parlant, étant attaché à la littérature. Et Bernard Lugan ne me contredira pas, la négritude a produit, les auteurs dits de la négritude ont produit de très grandes œuvres. Hein. Mais la négritude n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui dans les études postcoloniales, qui sont la matrice de la déconstruction et de la reconfiguration du monde. Hein. La négritude est trop identitaire, est trop barésienne, est trop suprématiste. Parce qu'elle est suprématiste, la négritude. C'est Black Power. Hein. Eh bien, désormais, dans ce département universitaire, on a remplacé la négritude par une mosaïque de motifs. Ils appellent ça la migritude. Hein. Et voilà le véritable objectif. Hein. C'est qu'on va accoucher, en fait, d'une société totalement créolisée, d'une société où ne jouerait plus que des processus d'hybridation, de métissage. Hein. Une société traversée par des zombies post-identitaires, hein, par des créatures hybrides, hein, par des trans. Hein. Le trans est aujourd'hui presque une parabole de notre temps. On parle de transmigrants. Et en fait, des gens accrochés à une tour de Babel vacillante. Hein. Et ce monde-là ne peut pas tenir, je vous le concède, mais c'est un fantasme qui développe. Hein. Et le modèle inimitable après lequel ces gens-là courent, hein, c'est le Brésil ou la Caraïbe. Hein. Parce que le Brésil et la Caraïbe font jouer les processus de métissage, hein, d'hybridation. Mais la Caraïbe, il suffit de se promener à Paris, à Munich, hein, à Turin, à New York, à Londres. La Caraïbe est déjà là. Le processus de métissage est déjà là. La migritude est déjà là, quoi. Donc le grand délire de l'homme offshore est déjà là. En réalité, on a défendu l'autre, hein, pour produire le tout autre. Et le tout autre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'homme offshore, c'est la créature hybride, hein, c'est le devenir nomade d'une humanité déracinée. Pour accoucher quoi? Une société qui est la société, au fond, des libéraux et des libertaires, de l'OMC de José Bové, puisque vous la retrouvez dans la gauche radicale parle de multitude, et vous la retrouvez chez les néolibéraux. Les néolibéraux défendent le modèle des sociétés ouvertes, cher à Karl Popper, hein, et ces sociétés ouvertes vont déboucher sur quoi, en fait, hein? Sur une circulation qui s'accélère, hein, et qui vont aboutir à une société pan-raciale, pan-ethnique et transhumaniste. Hein. Et c'est le monde de demain, c'est-à-dire que Big Other a préparé le tout autre, hein, l'étranger, le futur mutant, quoi. Alors que faire, comme disait le camarade Lénine, hein, eh bien que faire? Je pense qu'il y a deux choses à faire en priorité face à la folie des déconstructeurs. Hein. C'est nous réapproprier
la notion de différence, la notion de différentialisme sur laquelle travaille la Nouvelle Droite depuis 40 ans, et en particulier aussi un auteur qu'on néglige trop souvent dans nos milieux, qui est Lévi-Strauss. Une grande partie de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss a été écrite pour nous. Donc il faut revenir vers Lévi-Strauss. Et que dit Lévi-Strauss, le dernier Lévi-Strauss, celui de la seconde conférence de l'UNESCO? C'est que si on veut de la diversité, et on veut de la diversité, on veut du différentialisme, il faut que cette diversité se protège. En gros, et c'est Lévi-Strauss qui le dit, il faut que les sociétés soient indifférentes les unes vis-à-vis des autres. En fait, il faut... Pourquoi? Parce que l'indifférence nous protège de la menace d'indifférenciation, de la menace de fusion et d'absorption. Et en fait, il faut sanctuariser les espèces. Lévi-Strauss ne le dit pas en ces termes, mais en filigrane, ça apparaît dans les textes, les derniers textes. Et l'autre point qui a été abordé et qui est la mission première de l'Institut Iliade, c'est réinvestir le combat culturel. C'est un combat qu'on a trop longtemps délaissé, le combat gramscien, métapolitique, qui est le combat qui est une guerre des représentations, qui est une guerre des mentalités, qui est une guerre des mots, qui est une guerre des symboles, qui est une guerre des images. Et cette guerre, nous l'avons perdue, de toute évidence. Elle est perdue, même si la société prend l'eau de toutes parts aujourd'hui. La gauche, enfin le gauchisme au sens léniniste du terme, donc la gauche culturelle, a une rente de monopole totale sur la culture, sur l'éducation, sur les médias. Elle est dans une configuration d'hégémonie. Alors l'hégémonie est mortelle au bout d'une génération. Aujourd'hui, ils sont dans une panique morale à gauche, d'où les polémiques sur les Nouriac. Pour autant, ils ont le pouvoir. Et donc nous, comme on n'a aucun levier de pouvoir institutionnel, on est confronté, non même pas à une guerre culturelle, à une guérilla culturelle. C'est une configuration asymétrique. Et c'est là-dessus que nous devons porter tous nos efforts. Vous connaissez peut-être la phrase du grand juriste allemand Carl Schmitt, par laquelle Carl Schmitt définit la souveraineté. Et Carl Schmitt dit la chose suivante: est souverain celui qui décide de la situation d'exception, celui qui décide de la situation d'urgence. Et je me permets d'amender cette phrase de Carl Schmitt, parce que je pense qu'elle est incomplète avec un peu d'orfanterie. Et je crois que est souverain celui qui maîtrise le champ symbolique des interdits, qu'il n'y a pas d'autre souveraineté. Est souverain celui qui dit... Est souverain celui qui dit le licite et l'illicite. Est souverain celui-là seul qui permet de délimiter le totem et le tabou. Et la souveraineté politique procède de cette souveraineté symbolique. Et c'est là-dessus que nous devons faire porter tous nos efforts, parce que de toute évidence, cette souveraineté ne nous est pas donnée dans ce que Maurras appelait le pays légal. Et pour autant, le pays réel est en train de faire voler en éclats ce pays légal. Alors si on veut transmettre à notre descendance ce que le Hölderlin appelait le sol très aimé de la patrie, la phrase d'Hölderlin, je la cite parce qu'elle résonne en moi et je souhaiterais qu'elle résonne en nous. C'est au tout début d'Hyperion, Hölderlin dit « Une fois encore, le sol très aimé de la patrie me donne joie et douleur. » Alors je la répète pour qu'elle résonne. « Une fois encore, le sol très aimé de la patrie me donne joie et douleur. » Et il nous appartient... Et il nous appartient, et ce sera ma conclusion, à nous Européens, à nous Français, de faire en sorte, par notre combat culturel, qu'à l'avenir, le sol très aimé de la patrie nous donne plus de joie que de douleur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous en conviendrez. Merci de votre attention.